Eh bien, bonjour à toutes et à tous, il est midi. Merci d'avoir choisi Centre Info pour ce nouveau webinaire consacré au compte personnel de formation, donc le CPF, CPF rénové, CPF des intermédiaires. Vous êtes plus de 1800 inscrits et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre fidélité. Bonjour Valérie. Bonjour Fougy, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre dernier webinaire de l'année 2019. Ça y est Valérie, donc on est presque, nous sommes à J-7 du lancement du site Mon Compte Formation, donc moncompteformation.gouv.fr pour être précis, et donc la fameuse appli mobile devrait suivre juste après. Donc il faut reconnaître que le système qui sera mis en place est assez inédit. Vraiment, il faut le souligner, c'est une première, je dirais même une première mondiale. Donc les travailleurs français pourront acheter en ligne, s'inscrire, payer de la formation donc, sur une place de marché. Et l'originalité, c'est qu'ils auront la possibilité d'utiliser des deniers publics. Donc ça aussi, c'est assez original. Donc pour celles et ceux qui veulent découvrir l'outil, en avant-première, sachez qu'il y aura une démonstration faite au Forum des Halles. Donc c'est à Paris le 21 novembre, donc de 11h à 19h. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment, au-delà de l'outil, c'est l'impact que cet outil va générer dans la relation, bien évidemment, entre l'organisme de formation et l'utilisateur, mais l'impact avec les autres cofinanceurs, puisque l'idée du CPF, c'est un socle, et au cours de 2020, il y aura une offre de service qui sera développée par la Caisse des dépôts pour permettre des abondements. Bien évidemment, on va revenir sur tous ces aspects-là. Concernant néanmoins donc, ce webinaire, il va falloir effectivement juste rappeler en termes de timing comment ça va se passer. Donc l'idée, c'est 45 minutes, on va dire, de présentation au total. Et on va laisser bien évidemment plein de questions. Donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. L'idée, c'est bien évidemment d'y répondre au cours de ce webinaire, mais aussi d'exploiter ces questions pour alimenter la journée du 10 décembre, une journée donc spéciale CPF. Donc 45 minutes de temps total, 15 minutes pour les questions-réponses. Justement, concernant cette journée, c'est une journée spéciale CPF. Qui sera organisée donc, le 10 décembre 2019. Donc c'est à Paris, à la Musuelle, à Montparnasse, pour celles et ceux qui connaissent. Vous avez la possibilité donc, de vous inscrire en cliquant directement sur le petit onglet donc, programme et inscription. Au cours de cette journée, donc, nous reviendrons bien évidemment sur toutes les problématiques que nous allons voir aujourd'hui, nous allons les détailler, mais surtout nous allons aussi donner la parole à un certain nombre d'acteurs. Donc nous aurons donc, le plaisir et l'honneur de recevoir Franck Norel, donc, du conseiller auprès du cabinet, donc, au sein du cabinet du Premier ministre, Bruno Lucas, donc, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, représentant de la Caisse des dépôts, donc Laurent Duras, donc, directeur de la direction de la formation professionnelle, Gabrielle Hoppé, directrice du projet CPF à la DGFP, et bien évidemment Stéphane Rémy, qu'on ne présente plus, donc sous-directeur donc concernant la formation et l'organisation du contrôle. Voilà, donc ce que je tenais vraiment à dire, c'est que les questions que vous allez poser au cours de ce webinaire serviront justement à préparer cette journée du décembre. Donc, c'est très important. Alors, on va essayer de faire en sorte de répondre au maximum de questions, mais l'idée, c'est aussi d'exploiter toutes les questions pour pouvoir justement préparer cette journée du 10. Valérie, alors, les grandes étapes. Les grandes étapes, aujourd'hui, effectivement, on est donc dans une année, on va dire, de transition encore pour le CPF, puisque la bascule est prévue au 1er janvier 2020, mais néanmoins, on va amorcer la pompe dès décembre 2019. Donc concrètement, en termes d'étapes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, je vous rappelle un petit peu les étapes 2019. Tout d'abord, bien sûr, la conversion des heures en euros, donc un changement de valeur pour un passage donc, des heures en euros, en tous les cas, pour un certain nombre d'actifs, pas pour les agents publics et les fonctionnaires qui restent quant à eux en heures. Puis effectivement un deuxième élément de bascule qui est que à partir du
30 novembre, ce ne sont plus les opérateurs de compétences, mais la Caisse des dépôts qui reprend la main, effectivement, pour donc, dès le mois de décembre, en fait, en principe, des premiers dossiers, en tout cas, montés sur le nouveau portail qui nous sera présenté donc la semaine prochaine et peut-être dès décembre sur l'appli. Donc à partir du 1er décembre, il ne sera plus possible de déposer des dossiers CPF auprès de l'OCLÉ. De nouveaux dossiers, hein, bien sûr, les dossiers en cours sont encore gérés et financés par les opérateurs de compétences. En revanche, plus de nouveaux dossiers à partir du 1er décembre à déposer auprès de l'opérateur de compétences. Tout transitera par l'application. Tout transitera par le portail, en tout cas, c'est sûr. L'application, c'est bien sûr souhaitable, effectivement. 2020 sera aussi une autre étape importante pour le CPF, avec la première année où nous verrons sur nos comptes en fait l'alimentation en euros. Donc là, on n'est plus dans la conversion, on est bien dans la phase d'alimentation. Donc l'année 2019 qui vous a permis d'acquérir des droits tels qu'on les verra tout à l'heure, et on les verra apparaître au courant du printemps 2020. Troisième étape, toujours en 2020, les abondements. Comme vous savez, en fin de compte, le CPF se construit en plusieurs niveaux. Vous avez le socle qui constitue à la fois la partie conversion qu'on va voir et l'alimentation, et bien entendu les abondements. Hein, le CPF n'est pas construit pour permettre le financement à 100%, c'est un levier. C'est un moyen d'amorcer un financement. Beaucoup de certifications nécessitent effectivement des abondements. Et ces abondements, eh bien, ils seront possibles courant 2020 sur la plateforme et donc aussi, bien entendu, en 2020 sur l'appli. Alors, je viens de prononcer un certain nombre de mots, des mots clés, donc conversion, alimentation, abondement. Je pense que c'est important, effectivement, de reprendre ces notions-là parce que souvent, on les confond. Voilà. Il y a de la confusion entre effectivement une conversion, c'est ce qui s'est passé au 1er janvier 2019. C'est une seule fois et effectivement c'est un décret qui nous a donné le taux de conversion, 15 €. Et ces 15 €, finalement c'est quoi? C'est l'unité qui a permis effectivement de transformer, de transformer les stocks DIF et stocks CPF, bien évidemment, en euros. Mais cette conversion, elle s'est faite une fois. Ce n'était en aucun cas les montants de prise en charge auxquels étaient tenus les opérateurs de compétences en 2019, non plus d'ailleurs les OF. Les OF n'ont pas à fixer leur tarif CPF sur les 15 €. Parce qu'on entend souvent effectivement, demain le CPF c'est 15 € de l'heure. Non. Non, très clairement, demain c'est une somme forfaitaire. Cette somme forfaitaire peut financer une journée, 2 journées, 3 jours, peu importe. Voilà. Donc, après, effectivement, c'est une question de marché. Hein. Donc, ce qui est important, effectivement, à souligner, c'est que le stock DIF, lui, n'a jamais été géré, bien évidemment, par la Caisse des dépôts. Et c'est à la personne, c'est au salarié ou au demandeur d'emploi de faire la démarche, d'aller sur la plateforme et d'inscrire les heures acquis au titre du DIF pour permettre justement cette conversion. Il y a une date de péremption. Alors, premier appel, un conseil aux entreprises qui seraient avec nous aujourd'hui, relancer peut-être une petite communication vers le personnel qui n'aurait pas encore inscrit, enregistré, reporté ses heures de DIF acquis au 31 décembre 2014 sur son CPF. Alors, la date de péremption, c'est 31 décembre 2020. Elle fonctionne de la manière suivante. Au 1er janvier 2021, il ne sera plus possible de reporter les heures qu'on avait éventuellement acquises en 2014 au titre du DIF. Donc, il faut absolument que les salariés qui ne l'auraient pas encore fait reportent leurs heures de DIF en 2020, donc avant le 31 décembre prochain, sur leur compte. Donc, en gros, 1er janvier 2021, je n'aurai plus techniquement la possibilité d'inscrire mes heures. Aujourd'hui, on voit encore les deux colonnes, on voit encore heures DIF, traduction euro, et, enfin plutôt d'ailleurs euro, traduction en heure, et puis CPF. Au 1er janvier 2021, il ne devrait plus y avoir que une somme globale. Donc si on raisonne sur un salarié qui n'a jamais utilisé son stock DIF, qui n'a jamais utilisé son stock CPF, 2019, a priori, part avec un potentiel de 3 240 €. La première alimentation aura lieu donc en 2020, si on part sur la base de 500 €, 3 740 €. Et ainsi de suite,
c'est qu'en 2023, on On plafonne plafonne aux 10 ans, enfin aux 5 000 euros. aux 5 000 On n'est euros. pas tout à Donc, fait ça veut dire au qu'en 2024, je reste à 5 000 euros si je n'utilise pas Si j'ai pas utilisé. effectivement mes droits. Donc, bien distinguer conversion, alimentation. Tu as insisté sur la date limite. 31 décembre 2020. Pour le stock DIF. Donc, les employeurs ont tout intérêt effectivement À recommuniquer, sur le stock éventuellement DIF. à refournir les éléments si le courrier envoyé en janvier 2015 a été perdu ou bien si on a oublié de le faire. Parce que le stock DIF, potentiellement, c'est 1 800 euros par salarié. Ce qui peut aussi intéresser l'entreprise si l'entreprise veut inscrire ce droit individuel dans une démarche collective, dans le cadre, bien évidemment, d'un CPF co-construit qu'on verra un peu plus tard. En tout cas, la conversion s'est faite en 2019 et c'est qu'à partir donc, de 2020 qu'on aura la première alimentation et cette alimentation, c'est 500 euros, donc ça c'est le droit commun, donc c'est pour, bien évidemment, les salariés. Jusqu'au mi-temps. Jusqu'au effectivement mi-temps, donc les salariés qui sont à mi-temps auront aussi 500 euros. C'est uniquement si on travaille et qu'on a une durée inférieure à un mi-temps, hein, donc que l'alimentation se calcule au prorata du temps de travail. Concernant les salariés qui ont un niveau inférieur, niveau 5. En niveau 3 maintenant. Niveau 3, effectivement, tu as raison. Le nouveau cadre des certifications. Exactement. Donc infra-CAP. Oui, BEP-CAP, voilà. Oui. Donc là, l'alimentation est un peu plus importante, de manière à favoriser leur accès à un titre certifiant, puisqu'ils sont à 800 euros. Une alimentation plus accélérée avec un plafond plus avantageux à 8 Toujours 10 ans, mais du coup, ça fait effectivement 8 000 euros et non pas 5 000. Sur la base déclarative, bien évidemment, c'est à la personne de déclarer son niveau titre. Oui. Alors, concernant les personnes handicapées, salariées ou accueillies dans un ESAT, là, c'est 800 euros également. En revanche, quel que soit le temps de travail. Alors, ce ne sont pas des salariés en France, ce sont des travailleurs en ESAT. Alors, il y a les personnes handicapées salariées aussi, qui ont les mêmes droits. Alors, les personnes qui sont titulaires de l'obligation d'emploi, donc dans une entreprise qui doit s'acquitter de ces 6% d'embauche de personnes en situation soit d'invalidité civile, enfin bon, je ne vais pas vous lister toutes les personnes qui sont bénéficiaires de cette obligation, ont un petit bonus. Ils ont droit à 300 euros de plus d'alimentation. Ces 300 euros s'ajoutent à leurs 500 s'ils sont qualifiés, s'ajoutent à leurs 800 s'ils sont qualifiés, et lui-même plafonné à 8 000 euros. Ensuite, vous avez, comme vous le savez, la vocation du CPF, c'est d'être un quasi-droit individuel universel au départ à la formation. Donc, on a aussi des personnes qui ne sont pas salariées qui peuvent acquérir des droits, qui sont des travailleurs en ESAT, donc établissement et services d'aide par le travail. Et puis, c'est leur première année, les travailleurs non salariés. Donc, les travailleurs non salariés, 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on acquiert des droits uniquement lorsqu'on est en activité. C'est-à-dire que dès lors qu'on se retrouve entre deux emplois pendant une période de chômage, mobiliser. C'est ça, c'est-à-dire qu'on, bien évidemment, les droits restent acquis, néanmoins, l'alimentation cesse, donc est suspendue. Hein. Donc, on est dans un système, on s'ouvre droit, finalement, justement, à cette alimentation uniquement lorsqu'on est en activité. Bien évidemment, les demandeurs d'emploi sont concernés par le CPF. Leur compte n'est pas alimenté. En revanche, les demandeurs d'emploi ont la possibilité d'utiliser les droits acquis. Très bien. Alors, on vient de voir conversion, alimentation et bien évidemment les abonnements. Le CPF autonome, c'est une chose. Il y a aussi le CPF co-construit. Et là, effectivement, quand on regarde le code du travail, tout est possible finalement. En fait, il n'y aurait pas vraiment de sens à lister les acteurs qui peuvent, parce que tout acteur, même ceux qui ne sont pas sur la liste du diaporama que vous pouvez télécharger, tout opérateur, en fin de compte, tout acteur, on peut penser à une case, les fonds d'action sociale d'une CPM, d'une CAF, d'un département dans le cadre de l'action sociale, peuvent venir abonder. Alors bien sûr, on pense d'abord à l'employeur, dans le cadre effectivement d'une logique de co-construction qui peut être individuelle, une cotation individuelle. Lors d'un entretien professionnel d'évolution, eh bien, on détecte un besoin qui répond à un intérêt partagé entre l'employeur et le salarié. L'employeur peut doter individuellement le salarié. Et puis, dans une logique un peu plus stratégique, pensée au niveau plus macro de l'entreprise, une co-construction qui prendrait la forme éventuellement d'un accord d'entreprise, ou d'un accord de groupe d'ailleurs, qui permettrait effectivement de co-construire avec les CPF des salariés.
Alors, en tout cas, nous, on a identifié à Centre Info plusieurs hypothèses et qu'on a regroupées en famille en ce qui concerne les abondements. Il y a bien évidemment, on va dire, l'abondement que tu viens un petit peu de lister, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui veut inscrire ce droit annuel dans une démarche collective. Mais il y a bien évidemment des abondements qui peuvent aussi être, on va dire, correctifs. C'est pas sur une base volontaire. Là, c'est plutôt des abondements qui sont vécus, en tout cas par l'entreprise, comme une sanction. Oui. Alors, qui viennent corriger un déséquilibre, en fait. C'est ça. Mais de l'incapacité de l'entreprise, qui n'est pas nécessairement fautive, de remplir ses obligations sociales. Donc, il y en a 3. Oui. Vous avez bien sûr, l'année 2020 sera particulièrement importante, celui qui est lié au non-respect des obligations de l'entreprise qui a au moins 50 salariés en matière d'entretien professionnel. Vous en avez un qui est plus récent puisqu'il n'est en application que depuis le 1er janvier 2019, qui concerne les personnes qui auraient eu, donc salariés uniquement, un accident du travail, une maladie professionnelle et qui auraient, suite à cet accident ou maladie, eu droit à une rente à validité. Leur taux étant minimum 10%, et ils acquièrent aussi un droit à 7 500 € d'abondement, financé cette fois par la Caisse nationale d'assurance maladie. Oui. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra le décembre sur ces abondements. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on peut distinguer ce qu'on appelle l'abondement de nature fiscale. Celui-là, souvent, il va être porté par l'OPCO, parce qu'il faut savoir que les OPCO auront la possibilité de prendre sur leur section plan de développement des compétences des moins de 50 pour abonder du CPF. Alors, c'est une possibilité. Reste à savoir si, comment tout ça, ça va se traduire effectivement au cours de l'année 2020. On peut avoir des abondements de nature volontaire, dans une logique de co-construction que tu as rappelé tout à l'heure, de nature conventionnelle, peu importe le niveau d'entreprise, le niveau de branche, le niveau de groupe, les abondements de nature corrective, donc effectivement les abondements un peu sanctions, les abondements liés à la santé du salarié au travail, je pense notamment à la pénibilité, bien évidemment, ou encore l'invalidité que tu as listé, les abondements liés aux activités bénévoles, donc avec le compte engagement citoyen, etc., etc. Donc effectivement, quand on regarde le Code du travail, il y a une liste non exhaustive, donc voilà, donc on voit bien que tout est possible. D'ailleurs, il y a le verbe notamment. Donc, bon, voilà, c'est-à-dire que tout reste à imaginer et ça dépendra aussi à la fois effectivement de la volonté des acteurs d'inscrire ce droit dans une démarche collective, comme je disais, mais aussi de l'ordre de service dans la caisse des dépôts. Donc, c'est-à-dire effectivement la question technique, comment tout ça va se traduire. Ce qui est sûr, c'est 2020. Voilà, c'est 2020 et donc c'est un chantier. C'est la prochaine étape. Si l'an 2 du CPF. C'est l'an 2 du CPF, effectivement. Conversion, donc alimentation, abondement. Et là, peut-être on va, avant d'attaquer cette deuxième partie, répondre à un certain nombre de questions que j'ai vu passer. Alors, c'est pas évident effectivement de présenter en même temps regarder les questions, mais j'ai noté 2 ou 3 questions que je vais. Alors, une question donc assez intéressante. Est-il possible de faire donc un CPF pendant un arrêt maladie? Cette question est assez intéressante puisque effectivement le CPF des intermédiaires hors temps de travail, si je puis dire, est un CPF finalement qui va financer. C'est un CPF qui va financer des projets personnels voire confidentiels. Donc la question, est-ce qu'on peut considérer qu'un arrêt maladie est aussi du temps personnel? Quand on regarde les dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, c'est tout à fait possible, effectivement, de se former pendant un arrêt maladie. Alors, effectivement, c'est conditionné, puisqu'il va falloir demander l'autorisation du médecin conseil, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, puisque de toute façon, l'employeur n'est pas mis, en quelque sorte, dans la boucle, et on peut, si on a l'autorisation, bien évidemment, de la caisse primaire d'assurance maladie, la possibilité de se former sur un arrêt de travail, un arrêt maladie. Donc ça, c'est des dispositions qu'on retrouve dans le Code de la sécurité sociale. Une autre question, Valérie. Mon OPCO a pris des dossiers, donc 8 novembre, donc des dossiers de CPF. Donc, quid de ces dossiers, donc le 8 novembre
Ils étaient toujours en droit de prendre, d'ailleurs, ils n'avaient pas le choix, ils devaient prendre votre dossier le 8 novembre. Donc, ça et sera... vous avez reçu une autorisation ou une décision de prise en charge. Et même si, effectivement, ce CPF se déroule encore en 2020, il sera financé par l'opérateur de compétences. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que le dossier a été déposé donc, en novembre, avant le 30, l'OPCO va se prononcer. S'il y a acceptation, effectivement, et s'il y a prise en charge, c'est un engagement, et donc cet engagement doit être honoré. Peu importe, effectivement, peu importe, si vous voulez, comment dire, la date de la formation, de l'action de formation. Le déroulement de la formation peut être en 2020. Ça peut être en 2020, il n'empêche qu'il y a eu un engagement, effectivement, de et ça sera financé. Alors, est-ce que, donc, nous avons d'autres questions. Alors, je vais peut-être regarder les questions qui ont été notées. Tac, tac, tac. En lien avec alimentation, conversion, abondement. Alors, quel est l'intérêt pour un OF de présenter des formations en intégralité ou proposer des blocs de compétences? Ah oui, est-ce qu'il faut présenter ces formations en intégralité ou en bloc de compétences? Vous voulez une réponse économique ou juridique? Alors, juridique, tout est possible. Économique, on a vu tout à l'heure qu'on avait 3 240 €. Je ne sais pas comment on fait pour retourner sur... c'est vrai qu'on pourrait, en tant qu'OF, penser qu'il serait intéressant d'avoir une offre plus valorisée sur les blocs, puisque parfois un bloc fera 2 000 €, 3 000 €, ce qui correspond effectivement au montant que certains salariés ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à mobiliser d'abondement. Après, le bloc de compétences, l'intérêt, effectivement, c'est de permettre, et c'est un peu l'idée aussi de la réforme, de permettre à la personne de se former régulièrement, et oui, une sorte de crédit revolving, donc je me forme régulièrement pour obtenir une certification. Mais cette certification, je peux l'obtenir dans 5 ans, dans 10 ans. Je suis obligé, effectivement, de m'absenter pendant 1 an. L'idée, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est très important de le rappeler, on parle beaucoup de désintermédiation dans le cadre du CPF, mais il reste quand même un intermédiaire qui est l'employeur pour le salarié. Donc l'employeur, effectivement, n'a pas d'obligation d'accepter des demandes de CPF sur le temps de travail. Donc, si on est dans des logiques de projet personnel, confidentiel, fait sur le hors temps de travail, quand je regarde un petit peu justement cette notion de hors temps de travail, ça donne très peu de possibilités. Donc il y a le soir, les jours RTT, c'est congé payé. Hein, mais bon. Donc, du coup, le bloc est assez tentant. Stratégiquement parlant, effectivement, pour un OF, pour un organisme de formation, il y a tout intérêt, effectivement, à être dans une logique de bloc de compétences. Et d'ailleurs, ça va dans l'esprit de la réforme, c'est permettre, effectivement, à l'actif de se former régulièrement et d'attester, effectivement, des acquis, donc un niveau de compétence. Donc, ça peut être tous les ans. Et l'alimentation de 500 € par an, c'est aussi dans cet esprit-là. Voilà. Donc, de permettre, effectivement, de faire tourner aussi en quelque sorte, le compteur. Allez, on poursuit. Désintermédiation. Alors, désintermédiation, qui dit désintermédiation, ne veut pas dire dérégulation. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, l'achat direct, si on devait le décrire. Alors, l'achat direct, c'est deux grandes étapes. Il faut déjà s'inscrire, donc il faut matérialiser cet achat. On verra que ce sont les conditions générales d'utilisation qui permettent cette matérialisation, donc achat un peu inédit. Ensuite, comme vous êtes sur des fonds de nature fiscale, il y a nécessairement un contrôle de service fait qui sera opéré vis-à-vis de l'organisme de formation. Mais là aussi, autre process inédit, ce contrôle de service fait est très largement simplifié par rapport aux interventions qu'on peut connaître avec un opérateur de compétences ou un FONGICIF aujourd'hui. Et l'autre particularité, bien évidemment, c'est tout passe par l'application des intermédiations, veut dire qu'en fait, il n'y a pas de relation entre l'organisme de formation et le titulaire. La désintermédiation, c'est donc la caisse des dépôts qui paiera. Dès lors que sur le compte du titulaire, il y a l'ensemble de la somme qui permet de régler, qui paiera l'organisme de formation. Alors, tout à l'heure, je le disais, des intermédiations, certes, néanmoins, quand on est salarié,
il y a effectivement un accord à demander à son employeur lorsqu'il souhaite se former sur son contrat. Alors, cet accord aussi, il y a quand même quelques règles, il y a un délai de prévenance. Alors, le délai de prévenance dépend de la durée de la formation que l'on souhaite suivre. Moins de 6 mois, c'est 60 jours. Plus de 6 mois, c'est 120 jours. Des délais qu'on connaît aussi un peu parce que c'était ceux du STIF. Et l'employeur a 30 jours pour répondre. Défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation du départ sur le temps de travail, ce qui veut dire bien sûr maintien de la rémunération. Et c'est important parce que la question de la rémunération, dans le cadre d'un CPF, Caisse des dépôts, si je puis dire. La Caisse des dépôts ne prend que les coûts pédagogiques. Voilà, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts ne réglera que les frais pédagogiques et de validation, évidemment. Donc pas de frais annexes, pas de rémunération. Pas de frais annexes, pas de rémunération. Alors, justement, ce parcours direct. Donc là, c'est un visuel que nous avons repris. La source, c'est la Caisse des dépôts. Donc quand on regarde, et c'est ce qui est écrit dans les conditions générales d'utilisation, qu'on reverra tout à l'heure, donc les différentes étapes, si tu peux effectivement nous les résumer en quelque sorte, ce qui saute aux yeux, c'est quand même que ce soit pour l'usager ou pour l'organisme de formation, il y a quand même des délais. Voilà, des délais qui doivent être respectés. Donc, la diapo là, que vous avez devant les yeux, il faut imaginer que tout cela se passe sur l'application. Donc, pour éviter les demandes abusives ou fantaisistes, on limite à 5 demandes simultanées de la part du titulaire, et de manière à ce qu'il y ait éventuellement un droit, pas éventuellement un droit à réservation de la place. Effectivement, l'OF a 2 jours pour envoyer une proposition en fin de compte d'inscription définitive. Le titulaire lui-même a 4 jours pour répondre. Il ne fallait pas que le délai soit trop long pour que le droit de réservation pèse sur l'OF, mais il fallait quand même pouvoir régler cette question du droit de réservation. Donc ce délai de 2 jours ouvrés qui pèse en fin de compte sur l'organisme de formation est allongé lorsque la formation que souhaite suivre le titulaire du compte nécessite le contrôle de prérequis, parce que dans ces conditions, les CGU prévoient que ce délai est d'un maximum de 30 jours. C'est vrai qu'il peut y avoir un entretien, un examen, un test de positionnement, et donc il était nécessaire de prévoir des délais plus importants. Ne figure pas sur ce visuel la question du délai de rétractation, c'est-à-dire que le titulaire a 2 droits. Il y a un délai de rétractation qui part à partir du moment où il a notifié à l'OF la confirmation, la validation, donc après les 4 jours de son inscription, mais il dispose également d'un droit d'annulation, à moins, sans impact, on verra tout à l'heure sur les 2 dernières impôts, qui n'a pas d'impact sur ses droits, à moins de 7 jours, enfin à au moins 7 jours du début de la formation. Comme vous le voyez aussi, l'organisme de formation bénéficie d'un service de contrôle de service fait simplifié. À la fin de la formation, il va déclarer la sortie dans les 3 jours, la fin de la formation. Il va déclarer le taux d'assiduité du stagiaire, et la facturation se fait en ligne et le paiement est à 30 jours après facturation validée. Sachant qu'une formation longue, puisqu'on est quand même dans du CPF qui peut être certifiant, en tout cas certifiant au sens du diplôme, les formations de 3 mois et plus donnent lieu au versement, il n'y a pas besoin d'attendre la facturation à les 30 jours, un acompte de 25%. En tout cas, tout ça est très bien expliqué. C'est sur le site, effectivement, de la Caisse des dépôts, donc l'espace des OF. Possibilité de télécharger les 3 conditions générales, les conditions générales d'utilisation générale, celle du titulaire, celle de l'OF. Vous pouvez aussi télécharger 2 documents extrêmement bien réalisés qui sont en fin de compte des diaporamas de webinaires avec des visuels très bien faits qui permettent de mieux comprendre les CGU. C'est vrai qu'en lecture brute... Alors justement, ces conditions générales d'utilisation, c'est une contractualisation inédite. Vraiment, dans le sens où elles font office de convention de formation. Ces CGU, les CGU par définition, c'est une contractualisation entre un fournisseur de services et des utilisateurs. En l'occurrence, ici, il y a 2 utilisateurs, l'usager et l'organisme de formation. Simplement, il n'y a pas de lien contractuel direct entre l'usager et l'organisme de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de formation comme on a l'habitude de voir lorsqu'effectivement, notamment, on a ce qu'on appelle des individuels payants qui payent leur propre formation. Là, tout doit passer tout doit passer via cette CGU et ça fait office de convention. Donc ça, c'est assez intéressant puisque les CGU
vont au-delà, c'est-à-dire en disant très clairement qu'il n'est pas possible effectivement de contractualiser entre l'usager et l'organisme de formation. Ce qui signifie que les CGV, les conditions générales de vente de l'OF, ne sont pas opposables au titulaire. Ce qui est opposable, ce sont les CGU, qui sont un système d'adhésion. On adhère aux CGU, on les accepte quand on ouvre effectivement son compte. Donc, les CGU, comme vous l'avez vu, elles définissent les délais, la réglementation de la facturation, donc l'inscription, la facturation, le contrôle de service, nos 3 fameuses étapes. Mais elles ont aussi vocation à être respectées, puisque en cas de manquement, les CGU prévoient les conditions aussi de sanctions. Il peut y avoir des sanctions. Donc, je vous donne l'exemple des sanctions les plus importantes, en fait. Donc, la sanction la plus importante pouvant être prononcée à l'encontre du titulaire, ce serait le gel du compte, la suspension du compte, l'impossibilité de mobiliser son compte pour un projet de formation, minimum 7 jours, maximum 1 an, en fonction bien sûr de la gravité du manquement. Sous contrôle contradictoire, je vous renvoie au CGU et nous les reverrons certainement aussi le 10 décembre. Côté organisme de formation, la sanction la plus importante est un déréférencement. L'offre totale de l'organisme de formation sur la plateforme pour le CPF est déréférencée, minimum 1 semaine, maximum 1 an, là aussi bien sûr, uniquement pour des manquements graves et sous contrôle d'une enquête contradictoire menée par la Caisse des dépôts. Donc il est extrêmement important pour comprendre le parcours d'achat de s'approprier les CGU, mais aussi pour comprendre que derrière, il y a des sanctions possibles en cas de manquement. Alors justement, concernant les conséquences, et ça intéresse beaucoup, les conséquences de l'annulation ou d'interruption par le titulaire du compte. Il y a effectivement, et ça c'est intéressant dans le code général d'utilisation, à chaque fois on distingue des cas où il y a ce qu'on appelle la force majeure et des cas où on est en dehors du force majeure. Alors, la force majeure est une notion assez intéressante puisque notion de droit civil. Pour les juristes que nous sommes, 3 critères, extériorité, imprévisibilité et résistibilité. Les CGU donnent quelques exemples, mais souvent c'est plutôt le juge qui va trancher, effectivement, qui va construire une doctrine autour de ce qu'on appelle effectivement la force majeure. Mais ça serait intéressant effectivement de voir déjà ce qui est prévu dans les CGU, qu'est-ce qu'on entend par force majeure. Alors, les CGU prévoient 2 cas de force majeure, bien sûr celles qui sont en fin de compte force majeure opposées par le titulaire. Donc, vous avez l'accident ou le décès du stagiaire ou d'un proche, donc toute personne qui serait en congé à ce titre, maladie ou hospitalisation du stagiaire, on va l'appeler apprenant aussi peut-être, interruption des transports en commun de tout type empêchant tout déplacement. Du côté de l'organisme de formation, accident ou décès du formateur, maladie ou hospitalisation du formateur, interruption des transports de tout type empêchant tout déplacement, procédure de sauvegarde ou liquidation judiciaire de l'organisme de formation. Ce sont quelques exemples qui sont listés effectivement dans les CGU. Il y en aura peut-être d'autres par vocation. On voit mal par exemple l'interruption des transports pour une formation ouverte à distance. Comment cette dernière pourrait être opposée, mais affaire à suivre. Alors, ce tableau, on a effectivement une entrée donc, qui concerne donc, le titulaire, notre diapo, donc la suivante, ça concerne plutôt l'organisme de formation. L'idée, c'est de voir un petit peu l'impact concernant le paiement de l'OF et l'impact sur les droits du titulaire à chaque fois. Donc, premièrement, donc, les annulations, une annulation plus de 16 jours avant l'entrée en formation. C'est un droit. C'est un droit, voilà. C'est un droit. Donc, comme vous le constatez, l'OF n'est pas payé. Il ne sera pas payé, mais et les droits CPF du titulaire sont libérés. Donc, personne n'a commis, entre guillemets, de faute, puisque il n'y a pas de cas de force majeure, et il n'y a pas d'impact, en fin de compte, pour le titulaire sur son CPF. L'organisme de formation, lui, en revanche, ne sera pas rémunéré. Et si le délai donc, de 7 jours n'est pas à respecter, là, en revanche, hors cas de force majeure, c'est clair sur la diapo, l'organisme de formation ne peut pas demander le paiement de la formation. En revanche, il va toucher une indemnité à hauteur de 5% du coût de la formation qui vise en fait plutôt à réparer le fait qu'on a réservé une place qui couvre un peu les frais fixes que l'organisme de formation a en fait
enclenché parce qu'il pensait que cette personne allait venir se former. Pour le titulaire, comme vous le constatez, là, il y a quand même des conséquences très claires puisqu'on va décrémenter son compteur du montant, effectivement, de la somme qui figurait dans la limite, bien sûr, du coût pédagogique de ces derniers. Et si, parce que comme vous le savez, on ne l'a pas vu, mais le titulaire peut aussi abonder. C'est ce que nous, on appelle le restant à charge. En fait, ça devrait être le dernier abondement, en fait. L'objectif, bien sûr, c'est qu'il y ait le moindre restant à charge. La possibilité de mettre son numéro de carte bleue. Exactement. Pour financer le reste à charge. Exactement. Donc l'objectif, c'est que le socle finance le plus possible, des abondements d'acteurs autres, et puis s'il reste un peu, restant à charge. Et donc là, le restant à charge n'est pas remboursé. Mais il reste acquis. Alors, il reste acquis et il peut être utilisé ultérieurement pour une autre formation, un autre projet. Avec quelle force majeure, là, pour les titulaires, ça change tout. Ça change tout pour le titulaire, ça change tout pour l'OF. Là, comme vous le voyez, l'OF n'est pas payé, c'est un cas de force majeure. Le cas de force majeure, c'est ce qui permet, qui libère en fait des obligations de chacun. Et résultat, pour le titulaire, les droits sont libérés, rien n'est décrémenté, et il y a remboursement, bien évidemment, du restant à charge. Concernant l'interruption de la formation, c'est-à-dire la formation commence, et puis hop, vous avez effectivement l'usager qui décide de quitter donc, la formation. Là, ça dépendra pour l'OF du taux d'activité finalement. Donc, un contrôle de service fait, comme vous le voyez, qui est différent de ce qu'on connaît sur les OPCO, les OPCA ou le FONGECIF, puisque là, il suffira de démontrer, il y a trois niveaux, quoi. Moins de 25% d'assiduité jusqu'à 80%, et à partir de 80%, le paiement, c'est total. Oui, une assiduité donc, égale ou supérieure à 80%, c'est une facturation à 100% du coût de la formation. L'impact sur le titulaire, donc là, on est dans l'hypothèse où il n'y a pas de force majeure. Décrémentation des droits en totalité. En totalité. Alors, quand on dit décrémentation, on est sur la partie socle, c'est-à-dire, dans notre exemple tout à l'heure, les 3 240 €. Et s'il y avait eu un abondement du titulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le restant à charge, il n'est pas remboursé. Mais là, la différence, c'est qu'il n'est pas non plus mobilisable pour une autre formation. L'objectif, donc, des intermédiations, comme tu le notais, ne veut pas dire dérégulation. Il y a des règles à suivre, et ces règles ont des conséquences sur les deux parties. Enfin, les deux parties. Et les deux parties à la formation, l'organisme de formation et le titulaire du compte. Avec cas de force majeure, là, effectivement, c'est différent, en tout cas, pour le titulaire. Alors, c'est différent aussi, puisque là, le paiement sera au prorata de la réalisation. On enlève éventuellement, on déduit la compte de 25% si la formation était depuis 3 mois, puisqu'il a déjà été payé. Décrémentation des droits, bien sûr, CPF. Donc, notez bien, quand vous lisez décrémentation des droits, on est sur la partie socle alimentation. Remboursement de l'abondement éventuel, donc notre fameux prorata à charge, notre fameux restant à charge, au prorata de la formation, au prorata de ce qui a été déjà réalisé. Alors, concernant les dernières... la dernière diapo, c'est exactement la même chose, mais sous l'angle de l'organisme de formation. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Donc, ce que je te propose, Valérie, c'est qu'on consacre les dernières minutes qui nous restent donc, aux questions. Alors, je vais effectivement... donc là, on nous donne une liste de questions qui ont été donc, posées. Alors, vous avez été pro. Alors, l'entreprise, donc une entreprise. Comment savoir si le salarié a suffisamment de fonds? Comment savoir si le salarié a suffisamment de fonds? Ce qui est sûr, c'est que le compte est un compte à caractère individuel, personnel, confidentiel. Donc, comment le savoir? C'est uniquement dans une discussion avec le salarié. C'est de la collaboration, c'est du dialogue. Après, il y a l'hypothèse où des entreprises souhaiteront, comme je disais, inscrire ce droit individuel dans une démarche collective et décideront peut-être de négocier un accord collectif. Dans ce cas-là, et ça c'est en discussion avec la Caisse des dépôts, il y aura peut-être possibilité d'avoir une information sur le compte de ces salariés. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que l'entreprise qui négocie ce type d'accord, cette entreprise aura la possibilité de financer donc du CPF, la totalité, et de se faire rembourser ensuite par la Caisse de dépôt. Donc là, effectivement, c'est justifié, c'est-à-dire que l'entreprise, évidemment, ne va pas payer si elle n'a pas connaissance, effectivement,
des droits, donc des droits qui figurent sur chaque compte, sur le compte de ces salariés. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? L'OF reçoit-il une alerte lorsqu'il y aura une demande? Oui, c'est une notification. C'est une notification. C'est une excellente question, ça, parce que ça signifie que vous devez avoir une organisation qui permet d'être vigilant sur ces notifs, parce qu'à partir du moment où vous avez reçu une notification de demande de réservation, vous avez 2 jours ouvrables. 2 jours ouvrés, pardon. Ouvrable, je vais mettre tu reviens de travailler. Ouvrable. Je ne leur dis pas de sottises. Ce serait quand même dommage. Ouvrable. Non, 2 jours ouvrés. Pardon. Bon, ça va encore plus vite. Donc, alors, c'est bien des notifications à l'OF d'avoir l'organisation technique et en personnel qui lui permet de faire face, de gérer ce flux de notifications. Qui paiera l'abondement entreprise à l'OF? C'est la Caisse des dépôts. C'est la Caisse des dépôts. Votre interlocuteur en tant qu'OF, c'est la Caisse des dépôts. Mon interlocuteur en tant que titulaire, c'est la Caisse des dépôts. On ne se parle pas entre titulaires, on ne se parle pas. Il y a un principe. On peut se parler, mais concernant effectivement le paiement, l'idée c'est de mettre en place un guichet unique. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu, l'idée c'est aussi de développer l'abondement, donc d'avoir effectivement plusieurs abonnements. Mais pour le prestataire de formation, c'est d'avoir un interlocuteur, une seule facture. Et donc c'est la Caisse des dépôts qui va centraliser en quelque sorte les abondements et qui fera office de guichet unique. Très clairement. Donc effectivement, qui paiera l'abondement de l'entreprise à l'OF, c'est la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que le versement de l'entreprise se fera auprès de la Caisse des dépôts. Donc si le stagiaire est absent pour maladie, doit-il demander le justificatif arrêt de travail? Alors, si vous avez, alors là, on n'est pas dans l'intermédiation. Là, pour le coup, on est peut-être la question dans j'ai autorisé mon salarié à se former sur son temps de travail. Oui. Donc, de toute manière, en tant que salarié qui se forme sur son temps de travail, il doit me prévenir s'il est malade en tant qu'employeur d'entreprise, en tant qu'employeur, s'il y a une obligation sociale de le faire, en tous les cas. Donc, oui, bien entendu. Vous l'avez autorisé à partir de se former sur son temps de travail. S'il est en arrêt maladie, il doit vous en informer. Oui. Alors, on a aussi des questions concernant des définitions. La décrémentation. On parle beaucoup de décrémentation. Comment on pourrait effectivement définir? Alors, pourquoi on parle de décrémentation et d'incrémentation et pas de débit-crédit? C'est parce que, rappelez-vous, on vous a dit, il y a trois. Le CPF, c'est un socle, des abondements et un restant à charge. On va dire, voilà, il y a trois socles, enfin 3 parties. Le socle, en fait, il faut que vous compreniez, il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas d'argent sur le socle. Il y a une valeur qui autrefois était en or et qui maintenant est en argent. Aucune somme n'est prévisionnée, en fin de compte. Les 3 240 € sont mutualisés par la Caisse des dépôts. Alors, de la valeur, la valeur était en heures, maintenant elle est désormais en euros. Mais contrairement aux parties abondement où là on provisionne, c'est du débit-crédit, sur la partie socle, on incrémente et on décrémente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir 25 millions de comptes. Si on part de l'hypothèse que sur chaque compte, on ait 1000 €, ça il n'y a pas 25 millions. Il n'y a pas 25 milliards, voilà, 25 milliards d'euros pour financer effectivement les 25 millions de comptes, avec une moyenne de 1000 € par compte. Les sommes sont mutualisées. Il y aura entre 1 à 2 milliards d'euros donc pour financer le CPF, parce qu'on part du principe que tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi ne vont pas forcément demander en formation, ils ne vont pas demander en même temps, ils ne vont pas demander simultanément. Donc effectivement, le socle, c'est de la valeur. C'est juste de la valeur. C'est un pouvoir d'achat. Voilà. Et donc il y a des fonds qui sont prévus pour financer sur des fonds. Mais ils ne sont mis qu'une fois. En revanche, concernant les abondements, là, dès lors qu'on a affaire à un abondement, il faut qu'il y ait une provision. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un abondeur, à une entreprise. Pour ça qu'on prend toujours l'image de on prend la carte bleue. Après, je ne sais pas quelle sera la modalité, parce que ce seront des virements. Mais effectivement, là, il faut vraiment il faut un versement effectivement à la Caisse des dépôts. Décrémenter donc, des droits, c'est effectivement décrémenter. C'est toucher à la valeur en fait. La valeur, effectivement, qui est inscrite sur le compte.
Alors, bonjour, comment évaluer le taux d'assiduité pour une formation exclusivement en ligne, auto-formation et sans durée de formation imposée? Ben là, on revient C'est les règles de droit commun. Oui, règles de droit commun. Il y a une réglementation aujourd'hui. En principe, vous avez une estimation forfaitaire de la durée. Voilà, pour atteindre des objectifs W, il faut au moins faire 20 heures de connexion, que la personne se connecte 77 heures ou 2 heures. Vous, c'est 20 votre taux d'assiduité. Alors, ce taux d'assiduité à 20, vous le calculez par rapport à un taux de réussite, par exemple, à un quiz, il faut 80%, ça veut dire que vous avez validé vos 20. Mais ça, c'est le droit commun, c'est pas spécifique au CPF. Non, c'est effectivement le montage d'une formation ouverte à distance. La formation ouverte à distance, aujourd'hui, il y a une base légale. Voilà, sur le parti réglementaire, effectivement, il y a des dispositions qui expliquent très bien quels sont les éléments matériels pour démontrer la réalisation, la réalité. Qu'il va falloir réunir pour démontrer cette réalité. Donc là, si vous voulez, le fait que ça soit fait dans le cadre d'un CPF, c'est un critère inopérant. Une petite question qui est assez intéressante concernant le bilan de compétences. Est-ce que la Caisse des dépôts va, on va dire, limiter donc le financement souvent, effectivement, quand on fait en référence au congé de bilan de compétences, qui était limité à 24 heures, la réponse est non. Non. On n'est plus en heure. J'ai de l'argent. Même si je fais un bilan, je fais une formation d'une journée à 2 000 €, la Caisse des dépôts, elle va, si vous avez 2 000 € sur votre compte, payer les 7 heures à 2 000 €. Et pareil donc pour le bilan de compétences, qu'il fasse 30 heures ou 2 heures, tout dépend de la somme d'argent que vous avez sur votre compte, abondement compris, restant à charge compris. Il est 12h46, Valérie. Merci beaucoup pour votre participation. Donc nous, on vous donne rendez-vous le 10 décembre. Donc on reviendra sur tous ces sujets. On essaiera bien évidemment de les approfondir. On exploitera toutes les questions qui ont été posées au cours de ce webinaire. Donc merci vraiment pour votre participation et on vous dit à très bientôt. À bientôt, 10 décembre.